Voici cette interview que vous avez donc tournée en fin de journée hier, Darius. Ça dure 24 minutes. C'est absolument passionnant quand on sait aussi qu'on discute, qu'on parle avec quelqu'un qui vous dira absolument ce qu'il a envie de dire. Il faut savoir lire entre les lignes parfois. Donc on débriefera tout cela après, bien évidemment. Regardez. Monsieur Peskov, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes le porte-parole de Vladimir Poutine, un des hommes qui lui sont le plus proches. Plus de 40 jours de combat ont passé. Est-ce que vous estimez que vous avez atteint vos objectifs? En vérité, ce que notre QG militaire a dit la semaine dernière, c'est que la première phase de notre plan était complète. Et pour la seconde étape, nous allons nous concentrer sur la zone des républiques du Donbass et de Lugansk. Mais Monsieur Peskov, vous avez parlé de gouvernement illégal pour le gouvernement de Kiev, celui de Monsieur Zelensky. Est-ce que cependant, il sera pour vous l'interlocuteur pour négocier? Est-ce que vous le reconnaissez comme interlocuteur pour les négociations qui doivent venir tôt ou tard? J'aimerais vous rappeler qu'en 2014, il y avait un président, M. Yanukovych. Et vous savez, dans les désordres sociaux, nous avons les premiers ministres de la France, de l'Allemagne et de la Pologne lui ont garanti qu'il serait protégé. Il y avait une situation très instable avec la réélection. Mais en dépit de ces garanties, M. Yanukovych a retiré tous les policiers des rues d'Ukraine et ensuite il y a eu le coup d'État. Et donc les garanties de la France, de l'Allemagne et de la Pologne n'ont pas été respectées. Et jusqu'à ce jour-là, en fait, on était encore dans un processus constitutionnel pour voir quel serait le résultat de l'élection. Et maintenant, on voit que M. Zelensky est le président de l'Ukraine. Et s'il doit y avoir une négociation entre les délégations russes et ukrainiennes, il faudra qu'il y ait une rencontre entre le président Poutine et le président Zelensky au plus haut niveau. Monsieur Peskov, vous avez rejeté les accusations de crimes de guerre à Boutcha. Est-ce que ça veut dire que vous contestez tout, que vous contestez les images qu'on a vues, que vous contestez tous les témoignages qui ont été recueillis? Nous démentons totalement l'idée que nos personnels militaires aient pu être impliqués dans de tels crimes. Et nous insistons fortement sur le fait que les images que vous avez pu voir, les enregistrements ou les photos qui ont été présentées sont le résultat d'une falsification orchestrée. Ici, il y a une accumulation très importante. Il y a, on l'a vu encore aujourd'hui, ces images satellites où on voit déjà les cadavres le 19 mars. Nous sommes catégoriques. Ces images satellites doivent faire l'objet d'une enquête très approfondie. Monsieur Peskov, est-ce que les images terribles de Mariupol ne sont pas en soi un témoignage? Cette ville immense, 1 demi-million d'habitants, et on voit bien que presque chaque maison civile a été bombardée par vous. L'armée russe ne vise pas les civils. Donc, ils ne bombardent pas des habitations, ils ne bombardent pas d'appartements et ils ne bombardent pas de cibles civiles. C'est tout à fait interdit pour eux de prendre pour cible des cibles civiles. Ils ciblent uniquement des cibles militaires. Monsieur Peskov, pardon de vous interrompre à nouveau, mais est-ce que vous savez bien que c'est difficilement défendable que dans certains cas, il y ait des tirs ennemis dans des maisons civiles? Bien sûr, on peut le concéder.
Mais là, c'est la ville entière qui est dévastée. Les images le montrent. Oui, il y a eu beaucoup de dégâts sur certaines des habitations de Mariupol, c'est la réalité. Le problème étant que les bataillons nationalistes utilisent des éléments civils, des appartements, des maisons, comme boucliers pour leur offensive sur nos positions militaires. Est-ce que vous acceptez qu'il y ait une enquête internationale pour établir les faits s'il y a des soupçons de crimes de guerre ukrainiens aussi, mais concernant les crimes de guerre soupçonnés en Russie, qu'il y ait une enquête internationale qui puisse enquêter pleinement et même sur votre territoire? Nous doutons qu'une délégation véritablement objective puisse prendre part à cette enquête. Nous avons déjà fait l'expérience de ce genre d'enquête. La France expulse Nous avons une longue expérience des enquêtes internationales. La France expulse un grand nombre de diplomates russes. Est-ce qu'on risque d'arriver à une rupture complète des relations diplomatiques? Si cette pratique continue, oui, il y a un danger potentiel que cela arrive, car chaque jour nous faisons face à de nouveaux actes hostiles et expulser des diplomates, c'est une décision qui ferme la fenêtre aux relations diplomatiques et on a besoin de relations diplomatiques, tout particulièrement en ces circonstances extraordinaires auxquelles nous faisons face. Est-ce que jusqu'à présent la France a été un peu différente des autres puissances occidentales? Le président Macron parle au président Poutine. Est-ce que pour les négociations futures, vous placez la France un peu à part? Est-ce qu'elle peut jouer un rôle spécial? La France a joué un rôle très à part. Les efforts du président Macron sont très appréciés et nous apprécions le dialogue permanent qui a lieu avec le président Poutine. Les efforts pour faciliter les négociations entre l'Ukraine et la Russie sont vraiment très appréciés. Il y a peu de pays qui peuvent se permettre de faire la même chose et la France et le président Macron font partie de ces cas exceptionnels. Est-ce qu'il y a un lien personnel? Les deux présidents se parlent très longuement au téléphone. Votre président a dit que c'était parfois des conversations difficiles. Le président Macron aussi, mais c'est très différent qu'avec M. Johnson ou M. Biden. Est-ce qu'il y a effectivement un lien personnel différent avec le président Macron? Vous savez, le président Biden est un peu différent. Il est très différent parce qu'il a choisi la voie des attaques personnelles. Donc, forcément, cela limite les possibilités en termes de dialogue à haut niveau. Oui, il a traité votre président de boucher. Est-ce que c'est le point de non-retour? Est-ce qu'après ça, la discussion est impossible? Bien sûr, ça rend les choses extrêmement difficiles. Il va être très difficile de renouer un dialogue s'il est nécessaire. Le gouvernement polonais a parlé d'accueillir sur son sol les armes nucléaires américaines de manière permanente. Est-ce que pour vous, ce serait acceptable? Ça serait une grande menace pour nous. Et quelle serait votre réaction? Il est certain que notre puissance nucléaire est suffisante pour repousser le déploiement de nouvelles armes nucléaires en Pologne. Parce que la question
est celle de l'équilibre des forces. Et si le déséquilibre apparaît d'un côté, il faut qu'il y ait un rééquilibrage de l'autre. Est-ce que ça veut dire que la possibilité d'augmenter la puissance de déploiement nucléaire de la Russie à sa frontière ouest est une possibilité? Bien sûr, c'est même inévitable. Parce que vous comprenez bien que des armes nucléaires supplémentaires sur le territoire européen n'amènera jamais plus de sécurité et plus de stabilité. Le pays sera une source de tension et d'instabilité sur le continent. Nous avons vécu dans ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur pendant plusieurs décennies. Est-ce que le danger d'un dérapage nucléaire, même involontaire au début, est plus grand aujourd'hui? La Russie est un membre responsable de la communauté internationale. C'est une puissance nucléaire responsable. C'est une des plus grandes puissances nucléaires au monde. La Russie sait être responsable avec les armes nucléaires. Donc je ne pense pas que ce soit une possibilité. Dites-nous ce qu'il en est du rapport de force. La Russie dit avoir employé les missiles hypersoniques. Quelles sont les armes nucléaires qui, selon vous, font que la Russie aujourd'hui est plus puissante? Les armes hypersoniques, il y a quelques années, à une certaine époque, nous nous sommes assurés de notre position de supériorité grâce à ces armes. Et nous l'avons fait, en fait, en réponse aux tentatives des États-Unis de créer un système de missiles tout autour de nos frontières, en Bulgarie, en Roumanie, dans des pays tiers, pour ainsi dire. Et donc, pour surmonter ce défi, nous avons dû inventer de nouvelles armes, des armes qui ont fait la preuve de leur efficacité, et donc nous nous assurons de notre supériorité. Mais cela ne veut pas dire que nous voulons nous en servir de manière agressive. Ce sont uniquement des mesures défensives pour garantir notre sécurité. Monsieur Peskov, beaucoup de commentateurs ici estiment que vous avez été surpris par la résistance ukrainienne, que vous avez rencontré une forme d'échec dans une première partie de la guerre, perdu beaucoup d'hommes notamment. Combien d'hommes avez-vous perdu? Les chiffres concernant nos pertes humaines en termes de personnel militaire durant l'opération sont publiés par notre ministère de la Défense. C'est vraiment des chiffres tragiques pour nous. Mais c'est une opération militaire et ils font face à un ennemi sérieux, les éléments nationalistes. Et malheureusement, ces bataillons nationalistes ne permettent pas aux civils de se rendre. Monsieur Peskov, pardon, et ils ne laissent pas une opération militaire régulière prendre place en Ukraine. Monsieur Peskov, vous parlez de votre ennemi direct ukrainien, mais vous avez bien vu, nous avons tous vu que les armes occidentales ont joué un rôle très important, notamment les javelines, l'aide notamment américaine qui a permis de frapper vos chars. Est-ce que de fait, vous n'avez pas été surpris par la puissance de la réponse militaire avec l'aide occidentale? Oui, il y a une résistance et il y a des dégâts matériels qui sont provoqués par ces armes. Mais ces armes ne suffiront pas à arrêter
notre offensive et ils ne nous empêcheront pas d'atteindre nos objectifs. Beaucoup ont dit que vous vouliez tuer le président Zelensky. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Et le renverser? Non plus. Non, ce n'est pas vrai. Nous ne parlons pas d'occupation de l'Ukraine. Vous l'aviez traité quand même de drogué et de nazi, c'est pas la manière la plus probable de chercher à négocier avec quelqu'un. Eh bien, nous avons beaucoup de journalistes qui étudient ces discours. C'est le président de l'Ukraine, mais nous ne savons pas ce qu'il utilise. Nous ne savons pas ce qu'il boit, nous ne savons pas ce qu'il fume. C'est le président de l'Ukraine et nous sommes intéressés par le fait qu'il accepte les conditions de la Fédération russe qui lui ont été notifiées clairement par la délégation russe. Nous voulons, par la négociation, mettre fin à l'opération militaire. Monsieur Peskov, vous avez dit « notre but n'est pas d'occuper l'Ukraine ». Ce sont des mots qui pèsent lourd. Est-ce que ça signifie, par exemple, que vous avez renoncé définitivement à occuper la ville de Kiev? Eh bien, vous savez, c'est pour créer des conditions favorables aux négociations, nous avons voulu faire un signe de bonne volonté. Nous pouvons prendre des décisions sérieuses durant les négociations et donc le président Poutine a ordonné à nos troupes d'être retirées de la région. C'est un geste positif de votre part, dites-vous, et ça peut accélérer les négociations, c'est ce que vous affirmez? Les négociations sont difficiles et nous préférions que nos homologues ukrainiens soient plus efficaces dans le cadre de ces négociations. Mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Monsieur Peskov, hypothèse, si demain l'Ukraine est prête à signer un papier comme l'Autriche en 1955 disant « neutralité perpétuelle, jamais nous n'entrerons dans l'OTAN », est-ce que le deal est possible tout de suite? Est-ce que la guerre peut s'arrêter? Vous savez, tout le diable est dans les détails. Bien sûr, la neutralité de l'Ukraine est une condition sine qua non. Quoi d'autre? L'Ukraine doit donner son accord sur l'État, donner son accord sur la Crimée et sur les deux républiques indépendantes également. Leur statut de fait est évident. La Crimée est une partie inaliénable de la Russie. Monsieur Peskov, les régimes autoritaires ont souvent sous-estimé les démocraties occidentales qui savent être très dures quand leurs intérêts sont en jeu. On a vu que Saddam Hussein a fini par tomber, Milosevic a fini par tomber, Kadhafi a fini par tomber. Est-ce que, Monsieur Poutine, est-ce que vous risquez ce sort? Non. Tout d'abord, nous ne sommes pas un régime autoritaire. Et M. Poutine est soutenu par toute la population russe. Il est vraiment soutenu partout. La grande majorité des Russes approuve ce qui est décidé par le président Poutine durant cette opération. C'est difficile d'estimer cela, mais une partie des Russes certainement soutient le président Poutine. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez les sanctions internationales, vous perdez énormément économiquement. Est-ce que c'est tenable pour vous?
Nous vivons sous les sanctions depuis des décennies et nous y sommes habitués. Nous essayons de tirer le meilleur parti de notre situation malgré les sanctions. Mais pardon, Monsieur Peskov, c'est plus que ça. Si demain l'Europe arrive à couper le robinet du gaz, vous allez perdre des sommes colossales. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, nous regarderons de très près vos propres pertes dans ce domaine et nous essaierons d'exporter notre gaz ailleurs. Qui vous savez, l'achètera? le Qui vous monde est plus achètera grand le que gaz? l'Occident. La Chine? Divers pays. Divers pays. Vous avez dit Tout le monde a besoin de gaz. Vous avez dit le monde est plus grand que l'Occident. Est-ce que vous pensez qu'un nouvel ordre mondial est en train de se mettre en place avec la Chine, peut-être l'Inde, les pays africains, contre l'Occident? Le nouvel ordre mondial, le nouveau système économique, le nouveau système de monnaie, de confiance dans les monnaies internationales est en train de changer. Inévitablement, la formation d'un nouveau système va avoir lieu. Le renseignement américain prétend que le président Poutine est un homme isolé, après 22 ans de pouvoir, que les généraux n'osent plus lui dire la vérité. Est-ce que vous admettez que c'est crédible, après tant de pouvoir absolu, après les scènes qu'on a vues pendant le Covid, où il était effectivement souvent très méfiant des rencontres? Nous savons tous que les États-Unis ont une des agences de renseignement les plus sophistiquées au monde. Mais parfois, leurs services de renseignement font leur travail d'une manière tout à fait inacceptable. Ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Vous êtes le plus grand pays du monde, 26 fois la France, vous avez des ressources immenses, vous pouvez, comme les États-Unis, faire la guerre commerciale par l'espionnage, par l'influence, même par des coups un peu tordus. C'est le genre de toutes les puissances. Mais là, vous avez franchi un seuil en entrant dans cette guerre tellement barbare. Est-ce que vous n'avez pas commis une erreur historique? Non. Nous sommes convaincus que ce n'est pas une erreur. Je vous propose de regarder la situation avec un peu de recul, quelques décennies. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, nous avons dit que nous étions effrayés par l'idée que l'infrastructure de l'OTAN se rapproche de nos frontières. Et la France ne nous a pas écoutés à l'époque. Et ensuite, l'OTAN s'est élargie. Et l'OTAN s'est élargie 6 fois. Et à chaque fois, ça a été plus ambitieux. Aujourd'hui, une grande partie de la communauté internationale parle de juger M. Poutine. Si on va jusqu'au bout de ce processus, si les Occidentaux veulent arrêter M. Poutine, le juger à La Haye ou ailleurs, qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous irez jusqu'au bout? Je ne pense pas qu'on doit parler de ça. Ce n'est pas possible, ni légalement, ni physiquement. Donc vous vous battrez jusqu'au bout? Oui. Nous garantirons que nous pouvons atteindre nos objectifs et que nous ayons garanti la sécurité pour la Fédération de Russie. Monsieur Peskov, merci. Thank you.